il y a l'esprit, il y a les caractères. Et en fonction de la façon dont ça se passera entre un Emmanuel Macron et un Jordan Bardella, ça peut être une cohabitation très dure, ça peut être une cohabitation douce. Ça dépend aussi d'un choix qui peut être fait par l'un et l'autre. Vous êtes d'accord ? Ça dépend aussi du rapport de force politique qui sortira des urnes le 7 juillet prochain. Il est clair qu'un Rassemblement national qui arriverait à cranter une large majorité absolue serait quand même dans une position de force, au moins au début, face au président de la République. Mais ça a été parfaitement rappelé, si vous voulez. À la fois, l'exercice de cohabitation est quand même codifié par la Constitution de la Ve République, donc qui permet de délimiter le périmètre de chacun. Et il est aussi, d'une certaine manière, j'allais dire, presque codifié par la pratique que l'on connaît et que l'on a connue. On a quand même connu 3 exercices de cohabitation assez différents au demeurant, parce que la cohabitation de 86 et 88, qui était du point de vue politique une innovation, s'est déroulée, on le sait, non sans un grand nombre de tensions. Le président de la République, à l'époque, refusant de signer des ordonnances, on s'en souvient, parfois refusant un certain nombre de nominations, étant assez dur, notamment au moment de la composition du gouvernement de Jacques Chirac en 86. On sait qu'il avait refusé un certain nombre de noms comme ministre de la Défense, on avait nommé à l'époque M. Giraud, qui était un profil plutôt technique, qui avait été certes ministre, mais qui correspondait en tout cas au président de la République. Ensuite, il y a la fameuse doctrine, qui n'en est pas une d'ailleurs, du domaine réservé. C'est un usage plutôt. C'est un usage, c'est pas une doctrine. C'est pas écrit, ça. Mais bien sûr que non. Il vaut mieux parler de domaine partagé, en fin de compte, en l'occurrence. C'est l'expression de Balladur. Qui est l'expression que Édouard Balladur avait théorisée dans un ouvrage, justement, avant les élections législatives de 86. Donc, ensuite, si vous voulez, l'autre difficulté, elle sera évidemment pour le président de la République, qui se retrouvera face à une majorité qui n'est pas la sienne, mais aussi pour le Premier ministre issu des rangs du Rassemblement national. Parce que là aussi, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un Rassemblement national qui est quand même dans l'hésitation. Ils nous disent que s'ils n'obtenaient qu'une majorité relative, ils n'iraient pas à Matignon. Mais après, ça dépend du niveau de majorité relative. Une majorité relative à 260, ce n'est pas une majorité relative à 280. Donc là, on peut imaginer alors, aussi on rappelle, la majorité absolue, c'est 289. Bien sûr. Et donc, s'il manque 15 députés, il ira. Malgré les multiples engagements. Enfin, je dis ça. C'est pas la thèse aujourd'hui. Quand on discute avec des gens du Rassemblement national, mais à l'heure où l'on parle, c'est pas leur thèse. Ils disent, de toute façon, si nous n'avons pas la majorité absolue, nous n'irons pas. Mais vous y croyez, vous ? Pensez qu'ils vont résister au pouvoir, à l'exercice du pouvoir ? Parce que les événements feront qu'ils seront vraisemblablement contraints d'y aller à un moment donné. Pourquoi contraints ? Parce que si vous voulez, c'est difficile d'avoir fait campagne durant les élections européennes en disant qu'on est, favorable à une dissolution pour pouvoir gouverner et que lorsque vous êtes au pied du mur, vous refusez l'obstacle. Donc ça serait peut-être aussi mal compris par une partie notamment de leurs électeurs. Donc vous pensez qu'il s'agit surtout de mobiliser, mais qu'après on s'adaptera à la situation et on ira ? Vous pensez ça aussi, Soisy ? En fait, il faut regarder très précisément qui a été élu, parce qu'on sait bien que ça ne va pas se jouer le 8 au matin, ça va prendre du temps. Pour donner une idée, Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, a fixé au 18 juillet l'élection de son successeur. Donc il va y avoir un temps de latence, et pendant ce temps de latence, imaginons que le Rassemblement national soit une quinzaine de sièges, il va y avoir des tractations très importantes. On va assister à des choses pas très belles d'ailleurs. On va voir certains choisir leur camp au dernier moment, venir au secours de la victoire. Donc il va falloir attendre un petit peu, sans doute, pour y voir clair si on est dans une majorité relative qui est proche de la majorité absolue. Si c'est vraiment 10-15 sièges, il va falloir attendre un peu. En tout cas, c'est une question de savoir effectivement comment ça va se passer. Et au Rassemblement national, on n'hésite pas à dire que si ça doit mal se passer, ben ça se passera mal. Par exemple, sur la question militaire et de l'engagement de la France en Ukraine, jusqu'où aller. Sébastien Chenu sur LCI hier soir. On ne proposera que des gens qui sont capables, effectivement, de mener une politique qui, évidemment, ne sera pas toujours exactement, en matière d'affaires étrangères, celle dont rêverait Emmanuel Macron. On a des lignes rouges. On ne l'accompagnera pas, par exemple, s'il avait l'idée de vouloir envoyer des soldats en Ukraine. Il ne faudra pas compter sur nous pour ça. C'est le Premier ministre qui, évidemment, mène l'action de la majorité, l'action du gouvernement. Bien entendu, le président de la République a quelque chose à dire dans ces politiques-là, mais à la fin, c'est le Premier ministre qui signe. C'est clair.
Oui. À la fin, c'est nous. Et sur les fournitures d'armes, ça dépend d'une structure qui est liée à Matignon, qui n'a pas un lien direct avec le chef des armées à l'Élysée. Sur la défense, il y a un schéma qui circule, qui est dans cette hypothèse-là. Le général Gomard, qui a été élu eurodéputé, qui est auprès d'Éric Ciotti. Mais qui est Éric Ciotti, voilà. Qui est ciotiste. Et qui a travaillé avec le président de la République, puisqu'il était en charge des opérations spéciales avant de prendre sa retraite il y a quelques années. Ça, c'est pour l'incarnation. Oui, pour l'incarnation. Effectivement. Non, mais ça veut dire qu'il y a toujours Gomard. des possibilités de se mettre d'accord à la marge. Mais comment vous voyez, parce que vous vous rappelez quand même de cette cohabitation en 86, le premier Conseil des ministres, absolument glacial. François Mitterrand, vous en avez sans doute la mémoire, refusant absolument de parler, de dire un mot, ne regardant personne. Refusant la photo de famille. Et refusant la photo de famille. Oui, et pourtant, il avait en face de lui la droite républicaine, parce que ce qu'il faut se comprendre, là, c'est que le choc pour Emmanuel Macron, si jamais c'était le cas, d'accueillir à l'Élysée un Premier ministre du Rassemblement national. C'est le parti contre qui il a gagné au second tour en 2017, le parti contre lequel il a gagné au second tour en 2022, contre lequel il a construit son engagement politique, qui est un engagement politique récent, puisque Emmanuel Macron, avant 2015-2016, on ne l'envisageait pas une seconde qu'il soit à l'Élysée. Donc c'est un choc terrible. On n'est plus du tout dans la position de 86. Vous avez raison. Et la première photo du Conseil des ministres, Emmanuel Macron entouré d'un gouvernement Rassemblement national ciotiste. Le tour du monde. Ça fera le tour du monde et ce sera tellement l'image de son échec, l'échec de sa promesse de lutter contre le Rassemblement national, que ça sera terrible. Ça sera terrible comme image. Oui, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en cas de cohabitation, si Bardella arrive à Matignon, il n'aura pas juste affaire à Emmanuel Macron, mais aussi et peut-être surtout à la rue. On a vu comme Emmanuel Macron a du mal à faire passer une timide réforme des retraites. On peut imaginer que si Bardella arrive à Matignon, la France entière sera bloquée, des manifestations paralyseront le pays, il aura énormément de mal à gouverner et à faire passer des lois. Vous avez aussi parlé du Conseil constitutionnel. On a vu par exemple que sur la loi immigration, les députés LR et les sénateurs LR avaient intégré un certain nombre d'amendements permettant de limiter l'immigration. Emmanuel Macron a obtenu que le Conseil constitutionnel censure la majorité des articles. Alors, donc on peut imaginer que le Conseil constitutionnel fasse beaucoup d'ingérence. Le pire n'est jamais sûr et effectivement certains justifient d'ailleurs leur vote par la crainte de violence, comme Dominique de Villepin, on l'a entendu la semaine dernière sur LCI. Mais pour revenir à la cohabitation, quel type, à votre avis, Chloé Morin, de président de cohabitation sera-t-il ? Moi, je pense qu'il ne va pas faire la guerre dans l'hypothèse où Jordan Bardella arrive à Matignon. Il ne va pas lui faire la guerre tout de suite pour une raison simple, c'est que Jordan Bardella est très populaire et que le président est très impopulaire. Donc, il va, à mon sens, laisser le RN dérouler son programme et attendre qu'il devienne impopulaire en guettant les faux pas. Mais avant que le RN ne plonge éventuellement dans l'impopularité, on ne sait pas, je ne le vois pas du tout aller à l'encontre de la volonté du peuple, puisque justement, il a dit dans sa lettre qu'il allait être président au-dessus de la mêlée, garant de l'essentiel, et de ce point de vue-là d'ailleurs, je trouve que chez les Français, il y a souvent de la confusion sur la réalité de ce que sont les pouvoirs du président. On a l'habitude d'avoir des présidents qui finalement sont aussi premiers ministres. Et donc là, dans l'imaginaire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... On peut tenter un truc un peu aventureux parce que de toute façon, il y a Macron au-dessus qui va les empêcher de faire des bêtises. En réalité, on vient de le dire, c'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a beaucoup de bêtises, entre guillemets, que Bardella pourra faire totalement librement. Oui, parce que si on se retrouvait dans cette situation, on se retrouverait dans une situation qui est hantée la réforme constitutionnelle et de l'inversion du calendrier et du quinquennat. C'est-à-dire on se retrouverait dans une situation qu'on a déjà en effet connue par le passé, mais où finalement le Premier ministre retrouve, disons, l'ensemble des prérogatives qui sont les siennes. Parce que nous avons vécu finalement, alors c'était un peu différent peut-être avec François Hollande, mais avec Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, des mandats de ce que l'on a appelé l'hyper-présidence, et avec finalement
également des premiers ministres qui parfois disparaissaient sous l'autorité très forte du président de la République. Là, évidemment, on se retrouverait dans une situation qui est plus conforme à ce qu'était finalement l'esprit de la Constitution avant les réformes que l'on a connues au début des années 2000. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'hypothèse de Chloé qui est de dire qu'il ne jouera pas la conflictualité? Il ne jouera pas le rapport de force sur chaque décision. Parce qu'il peut choisir de venir à la télévision quand il veut pour dire je ne suis pas d'accord avec ça. Il peut effectivement ne pas signer les ordonnances. Il peut ne pas l'inviter. Enfin, il viendra, le Premier ministre, au sommet européen, mais il peut s'asseoir. Ça dépend. Balladur avait choisi de ne pas y aller. Oui, mais s'il veut, il viendra, veut y aller, bien sûr. le Premier ministre. Oui. Donc, il peut choisir la conflictualité, l'opposition, ou inaugurer les chrysanthèmes en attendant que ça se passe. C'est ce qui n'est pas franchement sa nature. J'allais le dire. Mais l'omniprésence d'Emmanuel Macron s'en trouvera un petit peu en dehors de l'hypothèse qui est plausible de mouvements de rue, où là j'imagine qu'ils n'auront pas la même position, et le président et le Premier ministre Bardella dans ce schéma-là, je pense que les premières vraies difficultés de fond, c'est sur la politique étrangère et notamment sur l'Ukraine, parce qu'il y a urgence, il y a des engagements qui ont été pris, il y a des réunions internationales qui vont avoir lieu au niveau européen et au niveau élargi aux États-Unis, etc. Avec le contexte de la campagne et l'élection américaine, où là ils sont quand même sur des positions qui sont assez radicalement différentes. Donc il est possible que le premier conflit soit de nature diplomatique, militaire, internationale. On verra. Mais c'est évidemment le domaine sur lequel ils peuvent le choix, ça a été évoqué, le choix des deux ministres régaliens, même trois, parce que l'intérieur aussi, il y avait eu un débat entre Mitterrand et Chirac. Finalement, Mitterrand avait accepté Pasqua parce qu'ils avaient des liens anciens qui remontaient à la résistance, etc. Le premier test, ce sera la composition du gouvernement. Est-ce qu'il récusera un peu, beaucoup? Pas du tout. Normalement, dans les trois cohabitations précédentes, les ministres régaliens et Affaires étrangères et Défense, ils étaient compatibles avec le président. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est vrai qu'on était encore dans un moment où la droite parlait à la gauche, ils se connaissaient depuis des années, c'était un long compagnonnage politique, ce qui n'est pas du tout le cas entre Emmanuel Macron, entre la majorité actuelle et le Rassemblement national. C'est pas des gens qui ont échangé à la buvette de l'Assemblée nationale. Bon, d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a jamais été député et Jordan Bardella non plus, puisqu'il est eurodéputé. Donc, il n'y a pas cette connaissance qu'il y avait auparavant dans la Ve République, dans les anciennes cohabitations. Donc, il n'y a pas cette discussion off, cette expérience commune. Cette expérience commune. Alors, Jordan Bardella avait été invité aux rencontres de Saint-Denis. On se souvient d'ailleurs, certains pensent aussi que c'est un grand moment de la dédiabolisation du Rassemblement national, et c'est ce qui est en train de payer d'ailleurs le président de la République aujourd'hui. Mais auparavant, ce n'étaient pas des gens qui échangeaient fréquemment.